journal des studios Qualita de Jérusalem vous est présenté par Daniel Haïk. Daniel, Boker Tov. Tsahal poursuit son offensive au sud Liban et déploie des forces même au-delà du fleuve Litanie. Oui, effectivement, Greg, les forces israéliennes continuent leur progression au sud Liban et combattent dans les régions des villes de Tyr et même de Saïda, plus au nord. Elles affirment frapper le Hezbollah à raison d'une centaine de cibles par jour. Le porte-parole de l'armée a révélé que les forces israéliennes avaient éliminé au cours des 2 dernières semaines 7 officiers supérieurs du mouvement terroriste chiite. Selon Tsahal, ce sont plus de 800 terroristes du Hezbollah qui ont été éliminés depuis l'instauration du cessez-le-feu il y a un peu plus de 3 semaines et plus de 2500 terroristes éliminés depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février. Au sein de Tsahal, on affirme rester en état de guerre face au Hezbollah et l'on estime que le mouvement terroriste chiite s'affaiblit malgré tout, envers et contre tout, de jour en jour. Et pendant ce temps, on attend toujours une réponse de Donald Trump et de Mortama Khamenei sur un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Oui, selon des sources américaines, ce protocole a bel et bien été conclu, mais il doit être validé par le président Trump qui a demandé quelques jours de réflexion avant de prendre une décision. De même, on ne sait pas encore si le guide suprême, Mortaba Khamenei, le validera ou bien s'il posera de nouvelles conditions. L'une des dernières exigences des Iraniens serait de n'accepter le contrôle de leurs centrales nucléaires que si Israël faisait aussi l'objet d'un contrôle de la part de l'AIEA. La nuit dernière, dans une interview à sa belle-fille Lara Trump sur Fox News, le président américain a déclaré qu'un accord avec l'Iran qui ne serait pas bon pour les États-Unis sera pour lui une ligne rouge. Il a par ailleurs vanté les mérites des négociateurs iraniens, affirmant qu'ils étaient rusés, mais il a rappelé que toutes les cartes restaient entre les mains des Américains. Enfin, le vice-président américain J.D. Vance a reconnu qu'il était difficile de savoir quand un protocole d'accord sera signé avec l'Iran. Et Daniel, que referme le protocole d'accord qui doit être ratifié entre les deux pays ? Bien, ce protocole mentionne l'instauration d'un cessez-le-feu de 60 jours, une première période de 2 mois, mais le point le plus important est la libre circulation sur les détroits d'Ormuz. Les Américains ont ainsi très fermement rejeté toute option d'un contrôle conjoint du détroit d'Ormuz par l'Iran et par le sultanat d'Oman. Donald Trump s'est d'ailleurs même montré très menaçant hier envers le sultanat s'il devait continuer à cautionner une telle revendication. Téhéran devrait aussi procéder au déminage du détroit dans les 30 prochains jours. De leur côté, les Américains accepteraient de lever un blocus naval qu'ils ont imposé sur les ports iraniens depuis plusieurs semaines. Sur le dossier du nucléaire, le document stipule que les Iraniens cesseront le développement de leurs armes nucléaires, mais l'avenir des 400 kg d'uranium enrichi qui seraient enfouis sous la centrale de Fordow ne sera déterminé que dans le cadre des pourparlers qui interviendront donc pendant les 60 jours de cessez-le-feu. On en vient à cet incident inhabituel la nuit dernière au-dessus de la localité de Beth El en Samarie. Oui, des habitants de la localité ont cru repérer dans le ciel un drone offensif et ennemi et ils ont donc alerté les forces de sécurité israéliennes qui ont ouvert le feu dans la direction de ce qu'ils pensaient être un drone, le manquant fort heureusement, car peu après il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d'un petit avion civil israélien. Le pilote de l'avion a en effet dû effectuer un détour sur ordre de la tour de contrôle de l'aéroport Ben Gurion avant de se poser. Cela a donc conduit jusqu'à la proximité du ciel de la localité de Bethel. Cet incident est un reflet de la tension que ces drones offensifs et explosifs ont créé au cours des dernières semaines en Israël. L'enrôlement des orthodoxes maintenant, alors que la loi est en attente, les manifestations de protestation reprennent. Oui, des manifestations d'ultra-orthodoxes ont paralysé hier la circulation sur plusieurs grands axes routiers en début de soirée. Il s'agit de manifestations près de Bnei Brak sur l'autoroute 4, près d'El Had sur la route nationale 444 et à l'entrée de Jérusalem sur l'autoroute numéro 1. Motif de ces manifestations, l'arrestation de plusieurs élèves des yeshivot réfractaires au service militaire. La police a qualifié ces rassemblements d'illégaux et est parvenue finalement à les disperser. Enfin Daniel, il faut le remarquer que ces manifestations se sont produites peu après que Binyamin Netanyahou ait rencontré les soldats orthodoxes de la brigade des Rassomnéens. Oui, effectivement, le Premier ministre a été accueilli très chaleureusement et même en chanson par les soldats orthodoxes de cette brigade des Hashmonaïm. Lors de son intervention, le Premier ministre a vanté les mérites de ces soldats. Il a même affirmé qu'il était persuadé que le premier chef d'état-major orthodoxe de Tsahal viendra des rangs de cette brigade des Hashmonéens. Le Premier ministre a été très clair sur un point. Tout celui qui n'étudie pas la Torah doit s'enrôler dans Tsahal.
Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Pierre Martinet. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que, d'abord, vous êtes un ancien agent du DGSE, des services de renseignement extérieur de la France, pardon, pardon pour le lapsus, mais nous voulions avoir votre appréciation après l'information qui a été rendue publique sur un réseau terroriste qui aurait été créé à distance par Salah Hamouri qui, on le rappelle, est membre du FPLP, qui a été expulsé d'Israël il y a un peu plus de 3 ans et qui aurait donc réussi à créer à distance un réseau terroriste dans Jérusalem, dans la partie est même de Jérusalem avec des Palestiniens. Je voudrais avoir votre appréciation. C'est réalisable comme ça, à distance, de créer un réseau terroriste qui pourrait projeter, on va dire, des attentats contre des cibles israéliennes? Alors aujourd'hui, c'est tout à fait faisable avec les moyens de communication modernes, bien évidemment. On peut créer des cellules à distance et les commander à distance, les piloter à distance et organiser des attentats à distance également, avec téléphone crypté, dark web, etc., etc. Les réseaux cryptés nous permettent aujourd'hui de pouvoir communiquer en toute discrétion si on n'est pas sur les radars des services de renseignement, évidemment, si on est sur les radars. Et c'est là que je me pose une question, parce que est-ce que cet individu était surveillé par les services, parce qu'il a quand même... C'est ça, parce que effectivement, il faut... terroriste. Voilà, c'est ça. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les services intérieurs français étaient sur cet individu? C'est ça, parce que on peut supposer, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé de manière incognito en France. Il avait un passif, il a été suspecté d'avoir projeté un attentat contre le grand rabbin d'Israël à l'époque, et donc il avait plaidé coupable. Donc qu'est-ce que c'est-à-dire, vous pensez qu'un individu de ce type, il n'est pas suivi par les services en France? Ben justement, moi je me pose la question. La question que je me pose aujourd'hui, depuis quelques années. Tous des prédicateurs. J'ai même pensé à une période à Tariq Ramadan, vous savez, qui était très très virulent dans certaines prêches, dans certaines prières, dans certaines mosquées, s'il n'était pas surveillé par mon ancien service, parce qu'il était aussi à l'étranger aussi. Et donc oui, un tel individu, je pense qu'il est sur les radars des services de renseignement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était surveillé 24/24, et ça ne veut pas dire que forcément les services français étaient au courant de ces activités. Mais moi, je me pose sincèrement cette question. Et au-delà de la question sur les services, la question que tout le monde devrait se poser aujourd'hui et qui saute aux yeux, c'est ces connexions et ces connexions très proches avec des politiques français. Et ça, c'est la vraie question. Vous avez vu comment ils s'affichent avec les principaux représentants d'LFI et d'autres partis. Et ça, c'est la vraie question, c'est quel était le niveau de connaissance et le niveau d'information de ces politiques français. Alors, c'est de l'ordre de qui peut faire ce type de vérification? Et une question on va dire plus générale, est-ce que si effectivement, par exemple, l'État d'Israël fournit des preuves de ces agissements subversifs en territoire israélien, donc est-ce que, par exemple, la France a autorité pour l'arrêter, pour l'interroger, pour éventuellement l'inculper? S'il est sur le sol français, effectivement, ils ont l'autorité pour le faire. Et si l'État d'Israël, si les services israéliens avaient fourni les informations démontrant que cet individu se rendait coupable de terrorisme, à distance même, préparer des actions terroristes, oui, c'est une faute de ne pas l'avoir arrêté, bien évidemment. Est-ce que vous pensez, vous, Pierre, qu'il y a en France d'autres réseaux qui peuvent organiser des attentats de ce type en Israël, au Moyen-Orient? Comment ça se passe? Et même en Europe, bien évidemment, qu'il y a certainement d'autres cellules, surtout depuis le 7 octobre et encore plus depuis le conflit qui a démarré entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Vous avez vu qu'il y a eu quand même pas mal d'actions contre des intérêts américains qui ont échoué. Je pense à la Bank of America à Paris. Il y a aussi des actions contre des intérêts israéliens ou juifs, les ambulances qui ont brûlé en Grande-Bretagne, oui. Et d'autres attentats
en Europe. Et bien évidemment, il y a aujourd'hui une ingérence de ces groupes-là, ou c'est des groupes endogènes qui pratiquent le terrorisme intérieur et qui sont bien évidemment contre l'État d'Israël et qui peuvent aussi commettre des attentats contre nos intérêts à nous si la France prend fait et cause pour Israël, si la France prend part au conflit actuel aux côtés d'Israël et des États-Unis. Oui, ce qui n'est pas encore le cas, ça. Il faut bien le souligner. Oui, c'est pour ça que la France, moi je pense que la France est très frileuse à cause de ça aussi, c'est pour ne pas être considérée comme alliée d'Israël. Alors, mais on est en droit de penser qu'il y a une étroite coordination entre la DGSE par exemple et le Mossad israélien. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on peut supposer qu'il y a ce type de coordination, que les informations s'échangent régulièrement dans ces services, n'est-ce pas? Alors même si les relations entre les gouvernements français et les gouvernements israéliens sont un peu ne sont plus au beau fixe, ont été un peu mises à mal à cause des positions françaises qui sont quand même pro-palestiniennes aujourd'hui. Ils ont même reconnu l'État de Palestine. Et les services continuent à se parler. Tous les services se parlent, même en cas de conflit entre deux nations. Les services échangent. Certains responsables des services ont cette mission de continuer à parler à l'autre service. Donc je pense qu'il y a des informations qui circulent entre les services israéliens et les services français. Mais encore une fois, est-ce que l'intensité de ces contacts, parce que on se souvient, nous, par exemple, en Israël, que tout de suite après 2015, les attentats de l'hypercacher, de Charlie, du Bataclan, il y avait eu, Israël avait reçu de multiples délégations on va dire, de responsables, de services, des services de la DGSE pour voir comment, justement, l'État d'Israël agissait, comment il vivait dans un état d'urgence permanent. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça s'est un peu tassé, cette coopération, ou alors elle continue? Alors encore une fois, il y a ce qu'on voit, parce qu'effectivement, après 2015, il y a eu des délégations, il y a eu surtout des politiques qui sont partis en Israël. Oui, c'est vrai. Comment Israël traitait ce sujet. Mais les relations interservices se font plutôt dans l'ombre. Donc, ce qui s'est tassé aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est officiellement les relations entre. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères à quel point dénonce à chaque fois qu'Israël bouge le petit doigt, mais ne dénonce rien quand c'est la partie adverse qui commet des exactions. Et donc, ouais, parce qu'en fait, la France aujourd'hui marche sur des œufs. La France aujourd'hui a sur son territoire une population qui est pro-palestinienne, anti-israélienne, une population arabo-musulmane, une population aussi française, de confession musulmane, qui ont pris fait et cause pour l'État de Palestine et qui de facto est anti-israélien. Mais il y a aussi une certaine classe politique française qui est anti-israélienne, ouvertement. LFI ne se cache pas pour ses actions anti-israéliennes et ses paroles. Alors, c'est pour ça que le gouvernement français aujourd'hui a pris un peu de recul avec l'État d'Israël, officiellement, bien évidemment, parce que ce qu'on voit pas, c'est les relations qui se passent de façon invisible, de façon sans la presse. Et ça, je pense que ça continue, parce que on a des intérêts communs, bien évidemment, on a un ennemi commun, bien évidemment. Les services de renseignement israéliens sont performants en matière de renseignement, mais en matière d'action aussi. Donc, on a tout intérêt à garder des relations importante avec les services israéliens, et qu'on le veuille ou non, et je me fais beaucoup d'ennemis en le disant, l'État d'Israël a le même ennemi que nous, et il est important que nous soyons en relation étroite sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique et sur le plan aussi des services. Alors, je voudrais également aborder une autre information dont nous avons parlé avec l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Daniel Saada, sur des propos tenus par Sébastien Lecornu, le Premier ministre français, qui dit d'une certaine manière, qui a dit mercredi lors d'une séance au Sénat où on parlait des relations entre Israël et la France qui se détériorent, qui sont détériorées, que finalement c'était Israël qui imposait un embargo d'armes et de munitions à la France, mais pas le contraire, parce que, eh bien, finalement, les Israéliens ne se fournissent pas en termes de munitions et d'armement en France. Comment vous réagissez à ce genre de propos-là ?
Mais je vais même aller plus loin, c'est que la France n'a même pas la capacité à se fournir en munitions chez nous. Les Français vont se fournir en munitions, en armement à l'étranger. On n'a plus d'armes françaises, on n'a plus de munitions françaises. Je parle pour le soldat, hein, d'infanterie. On n'a plus de fusil français. Ah oui. On n'a plus de pistolets français, on n'a plus de munitions françaises. Même les treillis ils sont fabriqués à l'étranger, donc ça serait compliqué de fournir de l'armement à des pays vu qu'on en a pas. Mais trêve de plaisanterie, aujourd'hui, Israël n'a pas besoin de la France pour se fournir en armement parce qu'elle a un allié de taille qui est largement supérieur à nous, les États-Unis. Ensuite, elle a l'armement israélien, l'industrie d'armement israélien a une capacité aussi à produire de l'armement, des munitions pour les soldats israéliens. Et en complément, bien évidemment, ils se fournissent avec les États-Unis et d'autres pays. Mais il y a aussi, c'est plutôt inversé, parce que je sais qu'il y a des composantes, par exemple, il y a des systèmes de drones, et de systèmes électroniques et des systèmes de leurres qui sont, pour certains avions français, qui sont fournis par Israël, parce que dans ce domaine-là, Israël avait toujours un coup d'avance par rapport à nous, bien évidemment, puisque eux, ils ont cette obligation de trouver, d'avancer en technologie pour parer les attaques du Hezbollah, du Hamas et d'autres qui leur veulent du mal. Et donc non, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et pour avoir participé à des salons en Afrique, comme Shield Africa, les stands israéliens sont pris d'assaut, alors que certains stands français sont assez délaissés. Ça, je l'ai vu. Après, dans certains domaines, la France est toujours compétitive, hein, bien évidemment. Hein, je parle l'aviation, certains blindés, etc., etc. Mais on a quand même un peu de retard sur le plan technologique dans certains domaines. Ça, c'est une évidence. Donc, non, Israël, je pense qu'elle n'a pas besoin de nous pour continuer la guerre face à ses ennemis, quoi. Eh bien, merci beaucoup Pierre Martinet d'avoir accepté de répondre à nos questions, donc entre autres sur cette cellule terroriste palestinienne qui a été apparemment créée à distance par Salah Hamouri, qui est lui en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien officier des services de la DGS. Merci. Au revoir. Incroyable mais vrai, la carte des terres que l'ONU avait décidé de confier au peuple juif pour fonder l'État d'Israël dans le cadre du plan de partage de la Palestine mandataire coïncide étrangement avec celle où la malaria sévissait dans les mêmes régions, donc jusqu'en 1920. C'est ce que nous explique l'ancienne députée israélienne Einat Wilf. Einat Wilf, il faut le souligner, appartient à une espèce en voie de disparition, celle d'une gauche israélienne qui réfléchit, qui refuse de se cloîtrer dans les clivages pour ou contre Bibi, une gauche qui reste fidèle à ses engagements sociaux, qui revendique son libéralisme, qui continue à croire en un règlement du conflit, mais qui a cessé d'être naïve quant à la création d'un État palestinien. Bref, une gauche qui veut la paix, mais pas maintenant. Députée entre 2010 et 2013, Einat Wilf est probablement aujourd'hui, sur l'échiquier politique israélien, la plus fidèle réincarnation idéologique du Mapai historique qui a conduit l'État d'Israël jusqu'en 1977. Et si l'on osait, on pourrait peut-être même en faire une sorte de Golda Meir de notre génération. Il y aurait d'ailleurs de multiples et bonnes raisons de parler d'Einat Wilf. Son combat acharné contre l'UNRWA depuis de nombreuses années, la pertinence de ses exposés sur le palestinisme ou encore la création de son parti politique ose la puissance. Mais j'ai choisi de partager avec vous le rappel historique qu'elle nous révèle sur un aspect peu connu de la résolution 181 du plan de partage de la Palestine votée, vous le savez, le 29 novembre 1947. Einat Wilf souligne dans un podcast impressionnant que des études historiques sur la malaria en Palestine mandataire révèlent à quel point les frontières tracées par la commission chargée de ce plan de partage en 1947 épousaient étroitement les zones marécageuses endémiques où la malaria sévissait très fermement avant d'avoir été vaincue grâce au savoir et à la détermination des pionniers sionistes au début du siècle, en particulier jusqu'en 1920. Au passage, Einat Wilf explique qu'Eretz Israël est la région du monde où la malaria a été le plus solidement éradiquée, et définitivement d'ailleurs. On comprend donc très vite que si les Nations Unies ont accepté de donner
une espèce d'État au peuple juif au sortir de la Shoah, eh bien, elles ne se sont pas gênées pour lui confier les zones les plus difficiles de la Palestine mandataire. Comme si les Britanniques avaient voulu dire « Si déjà vous avez été capable de vaincre la malaria dans ces zones, alors faites-en les terres de votre futur État. » Ben Gurion aurait pu refuser et s'indigner, mais avec sagesse, il a accepté. L'État d'Israël a vu le jour et aujourd'hui, ces terres, il y a un siècle infestées de malaria, celle du littoral israélien, compte parmi les plus chers de l'État d'Israël. Revue de la presse qui vous est présentée par Daniel Haïk, Daniel Bokertov. Les quotidiens israéliens de ce vendredi matin se focalisent sur ce qui semble être un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Oui, effectivement, Greg, le Israël Hayom a choisi de titrer en manchette sur la partie de ce protocole d'accord qui concerne le Sud-Liban. Le journal annonce Israël devrait être autorisé à rester au Sud-Liban afin de pouvoir réagir à toute menace immédiate de la part du Hezbollah. Et en sous-titre, le journal annonce que les États-Unis et l'Iran seraient parvenus donc à conclure ce protocole d'accord, mais parallèlement, l'Iran joue aussi la provocation et affirme « Nous n'accepterons le contrôle de nos centrales nucléaires qu'à condition que les centrales nucléaires israéliennes soient aussi contrôlées ». Pour illustrer ces développements, le Israël nous montre ce matin une photo du d'un chasse. La chaîne 12 de la télévision israélienne et son correspondant à Washington détaillent les termes du protocole d'accord qui ne semble pas inclure pour l'instant de références très précises concernant l'avenir du dossier nucléaire. Et elle souligne que Donald Trump a demandé plusieurs jours de réflexion avant de décider s'il validait ou non un tel accord. Les quotidiens israéliens soulignent par ailleurs que Tsahal a considérablement amplifié ses attaques contre le Hezbollah. Oui, le Israël Hayom affirme que Tsahal a augmenté le rythme des éliminations de responsables du mouvement chiite au Liban. Un des responsables a même été éliminé au sud de Beyrouth. Et selon Tsahal, depuis le début du cessez-le-feu, il y a 23 jours, 800 terroristes, dont de nombreux officiers du Hezbollah, ont été éliminés. Depuis le début de la guerre, le 28 février, ce seraient plus de 2500 terroristes du Hezbollah qui auraient été éliminés par Israël. Tous les quotidiens, les sites d'information nous montrent ce matin en évidence une photo de la sergente Rotem Yanaï, tuée avant-hier par un drone. Oui, les journaux nous montrent en page intérieure des photos de ces obsèques militaires qui se sont déroulées hier dans le cimetière militaire de Givat Hada. Elle n'avait que 20 ans. Sa mère a souligné que Rotem était une jeune fille heureuse qui savait faire passer cette joie de vivre à son entourage. Le frère de Rotem Yanaï, qui a été blessé, il faut le souligner, le 7 octobre, a regretté de ne pas lui avoir suffisamment dit combien il l'aimait. Et puis en marge de ces obsèques, les quotidiens israéliens et les sites d'information se font l'écho des parents de soldats israéliennes qui servent dans la base de Shomera, dans laquelle se trouvait justement Rotem Yanaï. C'est une base qui est dans le nord d'Israël et qui ne comprennent pas pourquoi on met en danger leurs enfants qui ne sont pas combattants, alors que donc d'une certaine manière l'armée israélienne n'est pas sur place. Le général Gershon Hacohen écrit ce matin dans son analyse dans le Israël Hayom qu'il va falloir beaucoup de patience dans la confrontation avec le Hezbollah. Oui, effectivement, le général Gershon Hacohen précise qu'en dépit de la menace des drones explosifs, Tsahal domine son adversaire chiite massivement dans les combats terrestres et aériens et il suggère à l'échelon militaire de persévérer dans ces combats afin de continuer à affaiblir le Hezbollah. C'est pourquoi même si apparemment Tsahal paraît pris au piège stratégiquement, en particulier autour des drones explosifs, les résultats d'un combat d'envergure dans le temps devraient être, selon lui, positifs. Et puis le Israël Hayom nous explique qu'en dépit de l'atmosphère ambiante, la défense passive israélienne se prépare à un troisième round de confrontation en Iran. Oui, et selon les estimations de la défense passive, lors de ce prochain round, il faut être bien entendu prendre les choses au conditionnel, les Iraniens seront capables d'envoyer des missiles balistiques sur Israël moins d'une heure après que Tsahal ait frappé. C'est pourquoi la défense passive ne donnera pas d'avis préalable au public quant à une offensive israélienne. On en vient à la manchette du Yediot Ahronoth de ce matin qui est consacrée à une interview exclusive du chef du Mossad sortant, Dedi Barnea. Oui, une interview très intéressante à Ron Ben Ishai, le doyen des correspondants de presse du Yediot Ahronoth, dans laquelle le chef du Mossad sortant accepte de lever le voile sur certaines des opérations les plus audacieuses qui ont ponctué son mandat. Il révèle en particulier comment le Mossad a recruté des agents en Iran et leur a fourni une mission essentielle à accomplir le 13 juin dernier, c'est-à-dire au lancement de l'opération Am Kelavid. Ce n'étaient pas les seuls agents du Mossad qui ont agi cette nuit-là, affirme Dedi Barnea. L'opération a marché à 100%, a-t-il. En manchette du Makor Rishon ce matin, une estimation préoccupante sur ce qui se passe dans la bande de Gaza.
Oui, le journal affirme que le pouvoir civil du Hamas se restaure très rapidement dans la partie de la bande de Gaza qui est encore sous le contrôle du mouvement terroriste, et ce en dépit de l'élimination en 2 semaines des 2 chefs de file du mouvement, Azzedine El-Haddad et Mohamed Oudeh. Le Hamas a donc repris le contrôle de nombreuses municipalités qui sont donc dans la zone où Tsahal ne se trouve pas, c'est-à-dire près du littoral. On revient dans le Yediot Ahronoth avec une autre interview, cette fois celle de l'ex-otage israélien Rom Brelavsky. Oui, dans cette interview, Ron Breslavsky explique que 6 mois après sa libération des geôles du Hamas, il ne parvient toujours pas à se débarrasser de ses souvenirs traumatisants de Gaza, des tortures, des humiliations qu'il a subies. Il continue donc à faire des cauchemars presque au quotidien et tente malgré tout de se relever, en particulier avec le soutien de sa compagne et à l'aide d'un soutien psychologique. Et sur le fond, il ne déplore qu'une seule chose, c'est que l'on ait fait du dossier des otages un dossier politisé. Et puis rapidement, Daniel, le Israël Hayom nous propose ce matin une analyse de 30 années de pouvoir de Binyamin Netanyahou. Oui, Netanyahou est arrivé au pouvoir il y a 30 ans, en mai 96. Il a été élu pour la première fois au poste de Premier ministre au suffrage universel. Moshe Kourgart, qui est un des analystes politiques les plus pertinents en Israël, nous rappelle les principaux carrefours de la carrière politique de Netanyahou. Et pour résumer ces 30 années, il écrit « 30 années, c'est suffisant pour mesurer notre dépendance envers Bibi, à tel point que nous avons oublié comment nous définir sans lui, sans le faire entrer dans une équation, et à quel point nous ne savons pas aujourd'hui ce qui est le plus dangereux, de rester avec lui ou d'envisager de vivre sans lui. » Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Maître Léon Rosenbaum. Léon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juriste, avocat, ancien président de l'UNIFAN, et nous vous avons sollicité à l'occasion de la publication prochaine de votre premier livre, La trahison de l'Europe postmoderne après le 7 octobre. C'est un livre que vous avez rédigé et bien entendu, on comprend bien entendu le sujet. C'est pas besoin, avec un tel intitulé, on comprend tout à fait d'une certaine manière où vous avez voulu en venir. Quel était l'objectif de cet ouvrage? Quel est l'objectif de cet ouvrage? D'abord, il faut donner l'explication, le titre complet. Et c'est encore pire. C'est la trahison suicidaire de l'Europe postmoderne. C'est-à-dire, c'est à la fois la trahison de l'État d'Israël par l'Europe actuelle, surtout l'Europe de l'Ouest, mais aussi elle est suicidaire du point de vue de l'Europe. Mmh. Et ce sont les points que j'ai développés dans ce livre. Alors justement, expliquez-nous en quoi ce qui s'est passé, ce que nous avons tous vécu, c'est-à-dire, on va dire, ces accusations portées par l'Europe, et en particulier par certains pays particulièrement hostiles à l'État d'Israël, depuis la guerre, depuis le 8 octobre, on va dire, en quoi c'est révélateur, on va dire, d'un état d'esprit qui s'est installé dans l'Europe et qui peut conduire vers sa fin elle-même. Alors, tout d'abord, on ne peut pas ne pas rappeler l'extraordinaire gravité du massacre lui-même, son caractère horrible, dramatique, inhumain. Et ce qui nous a frappés tous en Israël, et je crois le monde juif tout entier, c'est précisément, comme vous venez de le souligner, dès le 8 octobre, eh bien, il y a tout de même eu un peu d'émotion de la part de certains dirigeants de l'Occident, mais très, très, très rapidement, quelques jours plus tard, dès qu'Israël a riposté de la riposte la plus légitime qui soit, eh bien, toute la commisération est allée pour les pauvres Palestiniens. Et c'est le résultat d'une très longue évolution, mais même nous ne soupçonnions pas qu'elle était aussi dramatique, aussi profonde. Alors comment vous expliquez cela? C'est-à-dire, c'est un phénomène, vous le dites, c'est une longue évolution. C'est pas nouveau, Léon. Ça fait déjà, on le ressent depuis de nombreuses années, cette tendance de l'Europe, du vieux continent, à critiquer l'État d'Israël ou à essayer à travers l'État d'Israël de laver, on va dire, une forme de culpabilité pendant la Shoah. C'est pas nouveau. Mais en quoi ça a été, on va dire, un palier, ou plusieurs paliers même ont été franchis après le 7 octobre?
Bon, alors d'abord, il y a bien sûr l'antisémitisme mouvené, qui est coexistant à l'Occident chrétien. Alors, c'est vrai que depuis Vatican II, un petit peu après la Shoah, il y a eu une prise de conscience dans le monde chrétien que ça ne pouvait pas durer. Et donc, en tout cas, sur le plan des principes, le Vatican lui-même a fait une amende honorable jusqu'à un certain point, qui a consisté à ne plus parler du déicide de la part du peuple juif. Mais il s'est avéré que sur le terrain, et même parmi le clergé catholique, il a fallu des années pour que cette idée puisse s'implanter, et encore, elle est repartie en arrière à grande vitesse, et désormais, disons que les effets de Vatican II se sont estompés. Ont largement oublié. Oui. Alors concrètement, c'est-à-dire concrètement aujourd'hui, est-ce que, c'est-à-dire justement, comment on passe à d'autres paliers, comment on explique, on va dire, l'hostilité même de pays comme la France, qui aurait pu être un petit peu plus équitable. C'est uniquement le poids de la Shoah, ou il y a d'autres éléments aujourd'hui? Est-ce que dans quelle mesure, on va dire par exemple l'immigration, la force aujourd'hui des émigrés en France, eh bien joue un rôle déterminant aujourd'hui dans la politique hostile d'Israël envers Israël? Absolument, vous avez raison de le souligner. C'est ça l'élément clé qui explique la différence. C'est l'arrivée massive d'une population musulmane dans toute l'Europe occidentale, et qui même a acquis un poids électoral qui n'est pas négligeable. Mais il y a plus que le poids électoral, il y a le poids financier des États musulmans et des grandes organisations internationales musulmanes qui se sont investies très largement en Europe, et particulièrement en France et en Belgique d'ailleurs, au point d'avoir une influence absolument considérable par rapport à ce qu'elle était, et en particulier à imposer l'antisémitisme partout où elle le peut. Et ce qui est remarquable, c'est que ils ont réussi largement à investir les universités. Ça fait longtemps, depuis 1969 en gros. Une époque où j'étais moi-même étudiant à Paris et à l'UEJF, militant de la défense d'Israël. À cette époque déjà, le monde musulman investissait des sommes colossales pour attaquer Israël. Alors depuis, ils ont pénétré les milieux dirigeants, les politiques, et bien plus l'économie. Et il n'est pas étonnant qu'ils aient obtenu des résultats, puisqu'ils travaillaient sur un terreau d'antisémitisme chrétien qui n'avait pas disparu, mais qui a été fortement revivifié par leurs actes, par leurs encouragements, et le résultat est là, malheureusement, de notre point de vue. Alors, est-ce que dans votre ouvrage, vous évoquez peut-être des indices de réveil de la part de certaines populations en Europe face à cette menace de suicide harakiri que se font on va dire les autorités politiques européennes? Alors, incontestablement, il y a un certain réveil intellectuel, en particulier parmi les intellectuels les plus connus, mais cela reste encore limité par rapport à la situation qui s'est dégradée depuis une cinquantaine d'années. On n'est pas, c'est pas nouveau. Par conséquent, il faudra un long travail patient de gens qui, disons, ont des exigences morales réelles de prise en compte
de l'intérêt du peuple juif, des droits des juifs individuellement, des juifs, et des droits collectifs des juifs à vivre dans leur État de manière souveraine, entre des frontières sûres et reconnues. Et est-ce que vous allez même dans cet ouvrage jusqu'à une conclusion qui se rapporte en particulier aux communautés juives d'Europe, à savoir que si elles restent sur place, eh bien, elles risquent d'en subir les conséquences, et que finalement, peut-être par rapport à cette situation qui est de plus en plus critique, eh bien, l'ALIA s'offre comme une alternative, qui est peut-être même la seule véritable alternative. Nous avons milité tous les deux autrefois dans des organisations qui préconisaient l'alliance massive des Juifs d'Europe, et en particulier des Juifs de France. Nous avons même collaboré avec le Rav Ashkenazi Manitou à cette époque, à une certaine époque, pour provoquer une prise de conscience. Eh bien, ce que nous espérions pousser à l'époque et que nous espérons toujours pousser, eh bien, est plus nécessaire que jamais. Et c'est une évidence. Mais pour cela, nous savons très bien que ça n'est pas un processus simple et facile. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'affection pour les autres juifs et beaucoup de conviction. Eh bien, Maître Léon Rosenbaum, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donc présenté votre ouvrage. Voilà, on le voit, cet ouvrage. Voilà, on le voit, cet ouvrage. En réalité, il s'agit de mon premier livre. C'est pas la première fois que j'écris. J'écris depuis les années 70. Oui. Mais c'est la première fois que je publie un ouvrage. Et on peut le trouver, cet ouvrage, on peut le trouver en Israël ? On peut le trouver en Israël. Il sera bientôt disponible dans les principales librairies en Israël. Il sera probablement aussi en France. Oui, on l'espère aussi. J'ai encore besoin de m'organiser sur ce point. Merci beaucoup, Maître Léon Rosenbaum, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir présenté cet ouvrage donc sur on va dire la trahison suicidaire de l'Europe post-moderne après le 7 octobre. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Bonne journée.